ce soir, nous abordons 3 sujets majeurs d'actualité. La révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire avec la position ferme du gouvernement ivoirien contre une nouvelle prorogation de la période. Et puis dans la deuxième partie, le décryptage de l'interview de Pascal Afin-Guessan, le président du FPI, accordé à RFI, Radio France Internationale, où il s'exprime sur des questions clés de l'opposition politique de la vie de la nation ivoirienne. Et puis dans le troisième sujet, au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga, bien sûr, et son gouvernement ont été en tout cas chassés par la junte militaire conduite par Assimi Goïta. Nous en parlerons dans cette édition avec nos analystes Guillaume Thomas Guessambi, bien sûr. Bonsoir Thomas Guessambi. Bonsoir Sidik. Et puis Chéri Balé, bonsoir à vous. Bonsoir Sidik. Place à la première partie de cette émission. À l'issue du Conseil des ministres d'hier mercredi, le porte-parole principal du gouvernement, Amadou Coulibaly, s'est exprimé en ces termes, et je cite: « Aujourd'hui, tout le monde est rentré dans le processus, mais nous n'avons toujours pas atteint les objectifs de la CEI. Le problème est certainement ailleurs. Il faut davantage encourager nos jeunes à aller se faire inscrire sur la liste électorale. Cette communication est faite par la CEI, les partis politiques et le gouvernement, mais au bout, on n'a pas atteint les objectifs. Il y a des délais constitutionnels de l'élection. On ne peut pas repousser de façon éternelle cette première étape du processus électoral qui peut impacter les autres partis. » Plus Chéri Balé, quelle lecture faites-vous de ces propos du porte-parole du gouvernement ivoirien? Bon, il a donné son avis sur l'échec de la révision électorale et sur la possibilité ou non d'une autre prorogation. Par rapport à l'échec, je pense que, comme il dit que le problème est ailleurs, c'est tout à fait juste, parce que quand on parle souvent de réconciliation, on parle d'apaisement du climat sociopolitique, moi je pense que c'est tout ça qui n'encourage pas, entre autres, les jeunes à aller se faire inscrire. Nous, on était sur le terrain, on a rencontré certains jeunes que ça n'intéresse pas. C'est dû au fait qu'il y a eu beaucoup de violences électorales et il n'y a pas eu d'acte majeur pour assurer les populations sur le fait qu'il n'y en aura plus. Donc plusieurs se désintéressent de la révision électorale parce qu'ils se disent que s'ils vont voter, ils pourraient être sujets à des violences. Au-delà de cela, il y a des problèmes techniques que nous tous nous connaissons. Les centres d'enrôlement ne sont pas suffisants dans certaines zones et ils sont pléthoriques dans d'autres, et ça fait qu'il y a un déséquilibre. On ne sait pas trop comment la cartographie électorale a été mise à jour, mais il y a des zones où il n'y a pas de centre d'enrôlement, et à la télé on nous a dit qu'il y a 189 centres d'enrôlement qui n'ont pas été du tout visités. Donc par rapport à quoi on a installé des centres d'enrôlement là-bas. Ensuite, il y a les pièces pour se faire enrôler. Ça aussi, c'est un problème parce que malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas d'extrait. Moi, il y a des gens qui se sont plaints à moi pour dire que les audiences foraines auraient dû se faire aussi à Abidjan et pas seulement à l'intérieur, parce qu'il y a des gens à Abidjan ici qui n'ont pas d'extrait, qui auraient souhaité avoir leur extrait. Donc, pour avoir le certificat de nationalité, qui est une pièce qui permettait de se faire enrôler, il faut l'extrait de naissance, et il y a des gens qui n'ont pas d'extrait. Il y a eu aussi des difficultés pour avoir des imprimés dans certains centres. Déjà même à la police, il y a des commissariats de police. Nous, on nous a signalé le commissariat de Bingerville où depuis le samedi, il n'y avait plus d'imprimés pour les certificats de résidence. Tout ça, c'est des freins à l'enrôlement des gens. Il y a des centres d'enrôlement où des imprimés, même pour se faire enrôler aussi, manquaient. On nous a parlé d'un groupe scolaire à Angré. En tout cas, il y a eu beaucoup de défaillances dans l'organisation en général. Et donc ce n'est pas seulement par manque de volonté. Il y a des gens qui sont venus se faire inscrire, qui n'ont pas pu s'inscrire. Et on ne peut pas donc repousser de façon éternelle cette première étape du processus, comme dit le gouvernement ivoirien? Non, là-dessus, je suis d'accord avec eux. On ne peut pas repousser de façon éternelle. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est respecter le code électoral qui dit que il faut une révision annuelle. L'article 6. L'article 6, justement. Donc, là, maintenant qu'on a fini l'étape de 2024, il faut rapidement faire un bilan, s'accorder sur tout ce qu'il faut corriger et puis programmer au premier trimestre 2025
une autre révision. Et vos appréciations des chiffres, pour l'instant, on tourne autour entre 800 000 et 1 million de personnes inscrites, oui, c'est trop faible, c'est trop faible. On attendait 4 millions 5. Par rapport à 2015 et autres, c'est quand même à féliciter. Bon, c'est toujours faible. Les années précédentes aussi, c'était faible, même ça. Parce que quand on a moins du quart des personnes attendues, on ne peut pas se réjouir de cela. Bien. Thomas Guessambi, le problème est certainement ailleurs. On ne peut pas repousser de façon éternelle cette première étape du processus électoral qui peut impacter les autres partis. C'est ce que dit le gouvernement ivoirien, même si ce n'est pas forcément du goût de l'opposition politique. Encore faudra-t-il que l'opposition s'entende sur un certain nombre de sujets si l'opposition systématique n'est pas souvent ce qui nous est donné de voir. Ce que je dois dire, est-ce qu'on devrait parler d'échec échec pour qui? La question reste posée. Est-ce que la CEI avait obligation de faire enrôler les 4 millions qui étaient attendus, ou bien elle devrait organiser la révision de la liste électorale? L'a-t-elle organisée? Oui, naturellement avec la communication qui allait avec la logistique. Mais est-ce que la CEI avait la possibilité d'aller prendre la main des Ivoiriens pour aller les faire enrôler? Je pense que le processus devrait être jugé sur la proportion des éléments qui n'ont peut-être pas favorisé l'enrôlement des Ivoiriens sur la liste. Je pense que pour ma part, pour les quelques bureaux de vote ou bien du moins quelques équipes que j'ai visitées dans ma localité, c'était pas la grande affluence. Voilà. Et puis ce que je dois dire, c'est que cette révision de la liste électorale n'est pas tombée comme une pluie d'été. On savait tous, surtout pour les partis politiques, qu'il allait avoir cette étape. Est-ce que les dispositions ont été suffisamment prises pour que ceux qu'on pense être nos sympathisants puissent s'inscrire? La question reste posée. Ensuite, je pense que ça fait partie quand même des habitudes des Ivoiriens. On se rappelle tous que, sans doute, pour régler nos factures d'électricité et d'eau, bon, on a bien souvent attendu le dernier jour. Et puis, pour nous autres qui dispensons des cours, je veux dire, il y a une tendance, une propension, je sais pas, d'une attitude de la jeunesse qu'on comprend difficilement. Quand on a des étudiants qui viennent pas au cours, c'est le professeur qui doit les appeler pour venir au cours. Bon, ce n'est pas propre au processus électoral. Maintenant, revenant à votre question, est-ce que l'opposition a raison de dire? Ben non. Surtout que ce soit le regroupement de Bonois avec le MGC organisé par Simone Gbagbo. Voilà, Simone Gbagbo. Il y avait un chapelet de préoccupations au nombre desquelles, naturellement, cette révision. Et il y a aussi des dates constitutionnelles. Donc, on ne peut pas indéfiniment proroger, pour moi, cette date. Il faut sans doute qu'on passe maintenant à autre chose. On a le contentieux qu'il faudra sans doute gérer. On a la question des financements. On a les questions de concertation pour éviter qu'il y ait la violence. Mais nous allons assister à une élection à laquelle toutes les parties sont prenantes, contrairement aux deux précédentes élections, 2015 et 2020, où toutes les parties n'étaient pas présentes. Donc, un cinquième, ben, c'est ce que ça a pu produire comme résultat. Et puis, on va sans doute se rendre compte que même les taux de participation aussi montrent souvent que le centre d'intérêt des électeurs est peut-être ailleurs que dans le processus électoral. Est-ce que ce refus de prorogation, on va le dire ainsi, traduit une stratégie politique du gouvernement ivoirien? Non, ça, pour moi, ça ne peut pas traduire. Au contraire, ça peut peut-être apporter, pourquoi pas, de l'eau au moulin d'un gouvernement qui est dans le jeu,
de la conservation. Et ça, c'est normal que chaque tenant du pouvoir puisse le conserver aussi longtemps que possible. Mais je dois dire, quand on a donné l'information de la liste électorale, de la révision de la liste électorale, comme je le dis, qui n'est pas tombée comme une pluie d'été, il appartenait aux différentes parties de prendre toutes leurs dispositions. Et donc, il y a eu encore, je pense, une semaine supplémentaire après la première date qui a été fixée. Et pour moi, il faut passer à autre chose. Bien, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, estime aussi qu'il ne faut pas perturber tout le processus, car selon son explication, la CEI a calé les dates en tenant compte de l'organisation des élections présidentielles. Alors, comment vous réagissez sur ces propos également, M. Coulibaly? Oui, il ne faut pas perturber le processus, mais quel processus? Pour ce que je sais, c'est que la révision de 2024 a été programmée en inscrivant la publication de la liste définitive en juin 2025. Ce qui est trop loin. Ce qui est trop loin et ce qui ne nous garantit pas qu'en 2025, il y aura une autre révision. Donc, moi, je pense que tous les problèmes qu'il y a eu autour de la RLE 2024 devaient être l'occasion de réviser ce calendrier. Voilà, parce qu'il faut que dans ce calendrier, il figure absolument la révision de 2025, voilà, en corrigeant toutes les tares de ce qui nous a été donné de constater. Parce que jusqu'à présent, il y a encore des requérants qui ont leur dossier dans le circuit et ces dossiers-là n'ont pas pu être à leur disposition quand la révision a pris fin. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on l'avait déjà dit sur ce plateau, tous ceux qui auront 18 ans à partir de mars 2025 jusqu'en octobre 2025 ont été exclus de cette révision. Donc, il ne faut pas s'attacher à un calendrier pour s'attacher à un calendrier. Il faut réviser ce calendrier pour l'adapter aux réalités. Les réalités, c'est que la RLE 2024 a été un échec. Il reste encore plus de 4 millions de personnes qui ne se sont pas encore inscrites. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces personnes-là le soient? On a encore la possibilité de modifier le calendrier de sorte que, tout en restant dans l'intervalle jusqu'à juin 2025, on fasse une deuxième RLE en 2025 en corrigeant tout ça, en permettant que l'extrait de naissance soit gratuit, en donnant même le calendrier un peu à l'avance. Extrait de naissance gratuit? Oui, puisque le certificat de nationalité est gratuit. Et que c'est l'extrait qu'on prend. On sait que le certificat se fait, on va dire, à la justice. L'extrait, c'est auprès des mairies, des municipalités. Oui, et puis des sous-préfectures dans certaines localités. À 500 francs qui permettent aux mairies de pouvoir subvenir à certaines charges. Oui, mais même le certificat de nationalité, là, normalement, il y a un thème dessus. Si on l'a rendu gratuit, on peut rendre la CNI aussi gratuite. L'extrait gratuit plutôt spécialement pour l'occasion de la RLE. On se pose des questions pour ceux qui ne viennent pas faire les démarches pour l'obtention de leur pièce. Est-ce qu'on fera le extrait de naissance gratuitement également? Comment ça? Moi, je peux aller faire une pièce à la mairie, mais pas dans le cadre de la révision de la liste électorale. Non, non. En général, quand c'est pour une opération particulière, c'est mentionné dessus, comme on le fait pour le certificat de résidence. On écrit l'objectif pour lequel on le fait. Donc, on mettra carrément la RLE dessus, de sorte que ça ne serve pas à autre chose. Bien, quels sont les enjeux aujourd'hui d'une liste électorale bien actualisée en vue de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire? L'enjeu le plus majeur, c'est que la CEI réalise sa responsabilité pour que ces élections se passent bien. Et pour nous autres, sa responsabilité réside dans sa capacité à mener le processus de façon consensuelle. Il faut que la CEI arrête d'imposer son calendrier à tous les acteurs. Elle est censée créer la confiance entre tous les acteurs et il n'est pas encore trop tard pour que déjà, dès à présent, en 2024, là, la CEI réunisse les politiques, elle réunisse la société civile pour recueillir leurs avis sur ce qu'ils souhaiteraient pour la suite. Elle prend ces avis-là en compte, elle propose un calendrier qu'elle leur soumettra de nouveau, qui sera validé, et à partir de ce calendrier-là,
les choses vont se passer sans problème parce que chacun y aura pris part et donc chacun prendra ses responsabilités pour que le processus puisse aboutir. Donc, le défi majeur, c'est soit que la CEI se ressaisisse, soit qu'elle soit réformée pour qu'on ait une CEI qui est conforme à ce que les Ivoiriens souhaitent. Bien, Thomas Gessambi, on va faire une projection vers l'avenir. Quel mécanisme pourrait permettre une meilleure gestion des révisions futures en Côte d'Ivoire, des révisions électorales à venir? Oui, c'est clair que je pense que le Conseil des ministres d'hier a mis un accent sur la numérisation, l'informatisation de tous les actes administratifs. Et je dois dire que la CEI n'échappe pas à cette nouvelle exigence. Mais ce que je dois dire, sans forcément vous ramener toujours en arrière lorsque je dois répondre à une question précise que vous me posez, les enjeux. Les enjeux pour moi ne seront pas forcément de la seule responsabilité de la CEI, mais les enjeux c'est peut-être avoir pris toutes les dispositions pour que aucun Ivoirien ou les Ivoiriens dans leur grande majorité ne soient privés de l'exercice d'un droit qui serait de choisir le président de la République de leur pays, qui devrait présider à leur destinée les 5 années à venir. Et c'est surtout cela, plutôt que les révolutions de salon, les critiques improductives, mais qui devraient se traduire dans les faits, comme au Sénégal, on l'a vu, et comme on peut désormais l'apprendre, que ce n'est pas un homme qui change la face d'un pays, c'est une communauté qui elle-même procède à ce changement-là. Donc si les jeunes l'ont compris, tant mieux, que naturellement les enjeux de ce type-là ne vont pas tuer le jeu. Je dois dire que c'est vrai, la CEI peut avoir quelques manquements. Elle ne devrait pas, elle n'est pas à sa première expérience. Non, j'en arrive dans la gestion des choses, mais même les partis politiques, même les organisations de la société civile, bien souvent dans des élections internes propres à eux, il n'y a jamais eu aussi, je vais dire, de tranquillité comme un fleuve qui coule. On l'a vu dans les partis politiques, on l'a vu dans un certain nombre d'organisations. Donc je pense que les choses iront sans doute en s'améliorant. Nous sommes aujourd'hui à une ère de démocratisation des supports de communication qui font que plus rien ne se cache, mais il appartient quand même à chaque parti, surtout les partis politiques, à jouer pleinement leur rôle et que le vainqueur soit reconnu comme vainqueur. Comme au Sénégal. Mais bien entendu, et que... Mais pour qu'on arrive à ce résultat-là, il faut que les choses soient organisées correctement. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, quelle stratégie pour arriver à ce que vous dites là? C'est de ça qu'on parle. Mais c'est ce que je dis. Si les partis politiques eux-mêmes en leur sein, si les organisations de la société civile elles-mêmes en leur sein, ça n'a rien à voir les choses n'ont jamais été zéro faute. Mais pourquoi voulez-vous que les choses soient forcément zéro faute? Mais quand on regarde, qui vous a dit que les dernières élections américaines n'ont pas trouvé peut-être quelques heures? Mais on regarde l'ensemble, la globalité, où dans le processus, des gens qui se sont traités de tous les noms d'oiseaux arrivent à se féliciter. Et je pense que ça, c'est important pour la marque. Mais pour qu'ils arrivent à se féliciter, quelles sont les dispositions? C'est de ça qu'on parle. Mais les dispositions, c'est la révision, dont les dates ont été communiquées. Après, il y a le contentieux qu'il faut gérer. Après, il y a la question des financements. Après, il y a des questions de logistique. Après aussi, il y a la question de la révision de 2025. Mais forcément, gérons d'abord pour 2024. Est-ce que c'est faisable, une révision de 2025? Oui, c'est faisable. Avec le calendrier électoral, c'est faisable pour deux raisons. La première raison, c'est que si on a un État sérieux, on doit respecter nos textes. On n'a pas modifié le code électoral qui dit que la révision est annuelle. Deuxièmement, le calendrier que la CEI a établi met toutes les opérations à cheval sur 2 mois. Ça veut dire que si on réduit
à 1 mois toutes les opérations, on gagnera 3 ou 4 mois qui peuvent aider à faire la révision de 2025 avant de donner une liste définitive. C'est une question de volonté politique. Bien. Oui, mais il y a aussi la question des financements. Financement, là, quand c'est pour autre chose, on doit trouver pour les élections. Alors, nous allons maintenant... la paix dans notre pays. Merci. Nous allons maintenant faire place au deuxième sujet de cette émission. Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, a accordé une interview à nos confrères de Radio France Internationale. Interview que nous allons décrypter dans cette deuxième partie. Tout d'abord, Pulchéri Balé, dans la forme, que dites-vous sur cette interview du président réélu du FPI? Bon, de façon globale, c'est une interview dans laquelle le journaliste voulait comprendre comment le nouveau président élu du FPI entrevoyait ses relations avec ses camarades d'avant et puis comment il envisage aussi la présidentielle. Donc, ouais, ça bien. Thomas Gessambi, dans la forme, votre analyse? Dans la forme, pour moi, c'est une communication politique. Quand on sait que il y a nos confrères français, du moins vos confrères français, qui ont dû interviewer Mme Simone Gbagbo, je ne sais pas s'il faut dire EIV ou... Il faut dire les deux. Okay. Son avocat dit qu'on peut dire Gbagbo. Ok. Donc, quand on voit que votre confrère, je pense, France 24, a dû lui donner la possibilité de porter sa voix, M. Charles Blé Goudé également, M. Laurent Gbagbo, donc M. Affi, surtout qu'il sort d'un congrès et que le congrès l'a désigné comme le candidat de son parti pour la prochaine présidentielle et que sans doute il doit être en tournée européenne politique. Bon, nous savons plus ou moins que l'action politique ne peut pas aller sans la communication. Donc, dans la forme, c'est une aubaine qu'il a saisie depuis sans doute les antennes d'un pays étranger qui lui donnerait un relais encore beaucoup plus considérable dans la portée de sa voix. Donc c'est intéressant. Mais s'agissant naturellement du fond, si vous le permettez, je pense que ça a permis à Pascal Affi-N'Guessan de dire plus ou moins où il va. Après quelques chicanes, j'appelle chicanes, être hier dans la grande gauche, ce qu'il qualifie de grande gauche avec ses camarades d'hier, ensuite aller à droite avec le parti au pouvoir et revenir tendre encore un peu vers la gauche. Donc j'appelle ça les chicanes, mais qui sont peut-être de nature à créer un yo-yo dans l'esprit des uns des autres. Il était bon pour lui, le leader, le président de son parti, de clarifier les choses et dire aux uns aux autres, il sait où il va. Vous avez parlé du parti au pouvoir, ça me permet de vous poser cette question. Pascal Affi-N'Guessan estime que ce serait un grand risque pour la Côte d'Ivoire que M. Ouattara, le président Ouattara, soit encore candidat en 2025. Que vous inspire cette phrase forte de Pascal Affi-N'Guessan? Est-ce qu'il y aura un risque beaucoup plus grand que ce qui s'est passé en 2020? Je veux dire, c'est la suite logique, la continuité. Et pas de risque, un regard, disons, d'un deuxième mandat de la Troisième République, pour ne pas dire quatrième mandat, et puis de la situation également économique avec l'inflation en Côte d'Ivoire? Oui, si nous allons sur l'aspect économique, je peux comprendre l'inquiétude ou les inquiétudes de M. Pascal Affi-N'Guessan, mais ne pas venir encore s'inquiéter sur la suite logique des choses. Si le premier mandat de la Troisième République ou bien le troisième mandat, mais de façon réelle, c'est que M. Alassane Ouattara a fait 53 fois au pouvoir. Donc pour moi, c'est la suite logique des choses. Si elle s'inscrit dans la dernière constitution, rien n'empêche M. Alassane Ouattara d'aller encore pour 5 ans. Cela dépend de lui, cela dépend de sa formation.
Risque économique, bon, chacun voit selon, je veux dire, quand le citoyen se promène et qu'il voit sans doute des infrastructures être réalisées. Nous sommes aussi dans un monde, je pense qu'en Norvège ou en Danemark, il y a au moins 100 000 personnes qui ont marché hier pour la cherté de la vie. Donc, la question économique, il faut sans doute l'apprécier comme Aristote souhaite qu'on en apprécie des choses dans le juste milieu. Est-ce que les ressources que nous avons sont gérées avec une certaine bonne gouvernance? C'est là qu'on peut se prononcer sur la question. Mais Monsieur Pascal Affi N'Guessan devrait être plus sur sa prière de retrouver, et c'est lui qui l'a dit, sa prière de se retrouver avec ses camarades d'hier, s'unir, désigner un seul candidat, ce serait le gage pour eux de revenir au pouvoir. Moi, c'est ce que je retiens beaucoup plus de son intervention. Lucheric Balé, ce serait un grand risque pour le pays que M. Ouattara soit encore candidat en 2025. Tels sont les propos de Pascal Affi N'Guessan. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette phrase forte? Oui, pour moi, le quatrième mandat ne constitue pas un risque. Ce qui constitue un risque, puisque nous avons connu des crises électorales, ce sont les conditions dans lesquelles on va à ces élections, avec une CEI qui ne tire aucune leçon de ses expériences et qui ne redresse pas son approche, avec des leaders politiques qui sont encore en exil, avec des leaders importants qui souffrent de discrimination par rapport à leur candidature. Ce sont les conditions d'organisation de ces élections-là qui constituent un risque si elles ne se font pas dans un cadre apaisé et avec une CEI qui va garantir la transparence de ce scrutin. Donc, le président Ouattara peut faire un quatrième mandat, puisqu'il en a fait déjà un troisième, mais ce qui est important, ce sont les conditions. C'est à nous, les citoyens, de choisir qui nous voulons. Voilà. Si les élections sont transparentes, il n'y a pas de raison que ce soit un risque. Bien, au sujet de sa stratégie pour 2025, le président du FPI répond: en Côte d'Ivoire, aucun parti à l'heure actuelle, qu'il soit au pouvoir ou pas, ne peut gagner seul. Nous avons des appels au pied émanant du PPACI, du président Laurent Gbagbo. Il y a donc des frémissements en faveur de ces retrouvailles et je suis persuadé que nous allons nous retrouver pour gagner ensemble l'élection de 2025. Tout est bien parti pour une alliance ou coalition entre les anciens amis d'hier. Est-ce que cela aboutirait selon vos analyses? Qu'est-ce qui aboutirait à alliance ou coalition, PPACI, FPI? Oui, ils sont déjà sur la voie. Je pense que c'est ce qui a été à la base de la scission au niveau du FPI. Ceux qui ne voulaient pas partir du RHDP et ceux qui voulaient partir du côté du PPACI. Donc moi, je pense que leur alliance est déjà en très très bonne voie. Bien. Thomas Guessambi, est-ce que Pascal Affi N'Guessan, à travers cette interview, n'est pas en train d'annoncer que oui, nous acceptons l'appel de Benoît? Non, loin s'en faut. Vous savez que le rapprochement des hommes politiques et des partis politiques ressemble à un dîner où chacun a un couteau dans le dos pour sans doute s'adjuger le meilleur morceau. L'idée d'aller à l'union, au rassemblement, a toujours habité les hommes politiques. Pour la petite expérience de journaliste reporter que j'ai eu, ils ont toujours été d'accord avant le jour du scrutin que le seul objectif de l'opposition, c'est de dégager celui qui est au pouvoir. Mais entre vœux pieux et les actions qu'on pose et les décisions qu'on prend, il y a souvent un hiatus. Je l'ai dit depuis 1990 que nous suivons les élections multipartites. Jamais l'opposition n'est allée d'une seule et même voie. Alors que, je l'ai dit sur ce plateau, la seule chose que l'histoire nous enseigne, c'est que les hommes n'ont jamais rien appris de l'histoire. Et c'est pour cela que la question de l'ego, la question de ma personne ou rien, a toujours desservi l'opposition politique. Donc, quand on voit l'appel du 14 juillet, je pense, de Laurent Gbagbo, il dit « Venez me rejoindre » pour que
en 2025, nous puissions enlever M. Alassane Ouattara. Mais quand j'ai écouté M. Afia N'Guessan la dernière fois, du moins c'est dans cette interview, il dit dans une appréciation scientifique, celui qui est le mieux placé, c'est moi, Pascal Afia N'Guessan. Alors que bon, il n'y a pas longtemps, il a été traité d'enveloppe vide. Qui ferait d'une enveloppe vide son cheval pour aller conquérir le pouvoir d'État? Donc souvent, pour moi, c'est du ministère de la parole, c'est de la littérature, mais l'histoire nous a démontré que en Côte d'Ivoire, l'opposition ne s'est jamais unie pour aller d'une seule voix et a toujours fait le jeu du parti au pouvoir pour qu'il remporte haut les mains. En dehors de cette alliance, Pascal Afia N'Guessan estime que c'est son temps. Il trouve rien que Charles Blé Goudé est plus jeune et il a le temps pour lui. Et qu'à l'heure actuelle, il s'agit pour la Côte d'Ivoire de savoir choisir un président qui soit en quelque sorte une passerelle entre l'ancienne génération, c'est-à-dire celle de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, et la nouvelle génération. Il pense qu'il devrait être le candidat de la transition, le candidat de la passerelle pour permettre à cette nouvelle génération de se renforcer et demain d'assurer la relève en Côte d'Ivoire. Comment vous réagissez face à ce qu'il pense de lui? Oui, son analyse le concernant n'est pas mauvaise parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de dissensions entre les politiques et le président Pascal Afia N'Guessan, au-delà de n'avoir pas forcément le plus gros appareil politique, a l'avantage d'être en de bons termes avec eux tous. Parce que là, il parle de celui qui fait le pont entre les deux générations. Voilà. Ouais, finalement, on se demande si le pouvoir devient une affaire de génération. Bon, c'est forcément une affaire de génération, hein, les gens gouvernent par génération. Mais là, il s'agit, selon son analyse, de qui pourrait rassembler et qui pourrait être cette passerelle entre les deux générations. Voilà. Et donc, comme mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, si les gens ont de l'humilité, ce qu'il dit est envisageable. Parce que si la gauche doit s'unir, il faut bien qu'on prenne quelqu'un qui, lui, s'entend avec tous ceux de la gauche, alors que c'est son cas. C'est son cas. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas frustrer certaines personnes, mais il fait partie des rares politiciens de la gauche qui sont en de bons termes avec toutes les générations. Bien. Donc, Thomas Gessambi, la présidence ivoirienne devient une affaire de génération. C'est ma génération qu'il faut choisir, c'est moi qu'il faut choisir. Finalement, comment analysez-vous ces propos de Pascal Afia N'Guessan qui estime que Charles Blé Goudé est encore jeune, c'est-à-dire plus jeune que lui, et que lui, il fera un bon candidat que la Côte d'Ivoire devrait choisir en 2025? On est sans doute dans le monde de l'imagination fertile où il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup de vœux, il y a beaucoup de souhaits. Et c'est pour ça que dans une telle société, il y a les lois qui tracent clairement les choses. Voilà. Donc, si la loi dit que pour être président, pour être candidat, parce que ce sont les candidats qui deviennent présidents, pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir 35 ans, et puis avoir, je pense, un âge limite, mais au nom de quoi quelqu'un qualifierait un porteur de projet politique de jeunes. Et surtout que, je le dis, le monde est aujourd'hui beaucoup plus ouvert qu'hier, que nous savons que dans une puissance comme la France, il y a un jeune qui a fait sans doute parti à la retraite une classe politique et qui a eu 2 mandats successifs, contrairement à ses prédécesseurs qui n'ont pas pu rempiler. Donc ça veut dire que on peut être jeune, être porteur d'un projet, et puis il appartient à la population de choisir qui pourrait présider aux destinées du pays. Ensuite, ce que je dois dire, est-ce que mon confrère Assalé Timoko, vous irez lui dire que lui qui est en train de se battre, lui qui a des projets politiques, il est encore trop jeune, il faut qu'il attende 60 ans, ce n'est pas possible. Donc, une chose, on se retrouve entre la grande famille de la gauche, on choisit sur des critères qui nous sont propres, sur des appréciations qu'on peut partager, on se désigne un candidat
qui va affronter le tout-puissant RHDP et le PDCI probablement. Bien entendu, ou bien chacun y va de sa chapelle avec sans doute ses points d'appui, sans doute son projet politique qu'il va présenter. Afi a reconnu qu'il faut il faut arriver au pouvoir en Côte d'Ivoire avec soit une alliance ou une coalition. Afi l'a reconnu maintenant. Je vous ai dit qu'en 85, M. Laurent Gbagbo, qui nous autres a marqué un peu notre, je ne vais pas dire notre vie politique, mais notre découverte de la vie politique. En 90, en 85, il écrivait déjà, il dit, dans une alliance ou bien sur une scène de 3 personnes, malheur à celui qui ne recourt pas une alliance. Donc, ils le savent. C'est pour ça que je dis que si on ne se souvient pas du passé, on sera toujours condamné à le répéter. Ils le savent, mais à la pratique, et c'est ça qui a toujours posé problème, que ce soit en Côte d'Ivoire comme dans bien le pays de la sous-région, c'est qui va être le candidat. Sinon, ils sont tous d'accord qu'il faut aller au regroupement, il faut avoir un candidat. C'est la grosse interrogation. Pilcherik Balé, quelle est la portée politique de ces propos tenus par Pascal Affi-N'Guessan sur les alliances en vue de 2025 en Côte d'Ivoire? Bon, on a déjà assisté à toutes les formes d'alliances, même celles qui sont contre nature. Aujourd'hui, il s'agit maintenant pour tous les politiques de vraiment être très objectifs pour trouver l'attelage qui peut vraiment gagner. Voilà. Bon, nous, on est société civile. Ce qu'on souhaiterait, nous, ce serait que, franchement, au premier tour, chacun y aille seul. Ça permettra aux uns et aux autres d'analyser la situation de façon réaliste. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle, mais que vaut chacun? Si chacun vient au premier tour seul, on verra maintenant réellement le poids des uns et des autres. Et puis au deuxième tour, ils feront les alliances qu'ils veulent. Bien, dernière question pour vous. Sur quel point Affi-N'Guessan vous aurait déçu, s'il y en a? Dans cette interview? Bien sûr. Non, ça va. Vous êtes satisfait? Oui, je trouve qu'il s'est bien défendu. Tout ce qu'il a dit est pertinent. La seule chose, c'est que c'est important parce que tout à l'heure, j'ai entendu l'autre parler de la jeunesse, excuse-moi, le frère Guessambi, voilà, parler du fait qu'il veuille que le ministre Charles Blé Goudé attende. Je pense que c'est important de préciser, je ne suis pas dans sa pensée, mais moi je l'ai perçu pas comme une exclusion des jeunes. L'optique dans laquelle il a dit ça, c'était la nécessité de trouver un candidat qui soit une passerelle entre 2 générations. C'est dans cette optique qu'il a dit. Sinon, tout compte fait, tel que la Constitution l'autorise, voilà, tout le monde, pourvu qu'il convienne aux âges qui ont été mis dans la Constitution, se présente et puis le peuple décide. Bien, Thomas Guessambi, pour terminer, quelles sont les contradictions dans son discours, le discours de Pascal Affi-N'Guessan dans cette interview, s'il y en a? Non, je n'ai pas vu de contradiction, j'ai peut-être vu des subtilités. Subtilités dans le langage où je pense que, avec ce que nous appelons comme rapprochement, je pense plutôt que Laurent Gbagbo accueille finalement Afi par la grande porte. Ce qu'il aurait dû faire depuis... Afi qui souhaite aussi une rencontre entre lui et Laurent Gbagbo. Oui, mais ça sous-entend que c'est sans doute une condition. On ne peut pas aller au regroupement si nous-mêmes, les leaders, on n'arrive pas à se rencontrer. Et surtout qu'il a dit que ce serait un signal fort qu'on donnerait à la communauté nationale et internationale après les volées de bois vert qu'ils se sont lancés. Et il n'y a pas de souci. Donc, je suis toujours, moi, impatient. Je suis dans les tribunes et je regarde au finish sur quels critères les partis vont convenir. Parce que quand M. Afi parle, il a cité à la fois le COGEB de Blé Goudé, il a cité MGC de Mme Simone Gbagbo, il a cité le PPACI, il a cité le FPI pour reconstituer la grande gauche,
Peut-être qu'il a oublié de citer Mamadou Koulibaly. Je ne sais pas s'il est toujours porteur de projet aussi dans ce sens. Mais c'est un appel qu'il a lancé. Et le temps est le facteur qui nous dira ce qui va se passer. Bien, avec le temps, on fait la pub, on revient juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission. C'est maintenant la pub. Retour de la pub, nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette émission. Nous parlons d'une actualité internationale. Au Mali, le Mali secoué par la destitution du Premier ministre Choguel Maïga et son gouvernement par la junte militaire malienne conduite par Assimi Goïta. Et puis le général de division Abdoulaye Maïga est nommé désormais Premier ministre de la République du Mali. Nous en parlerons dans cette troisième partie d'émission. Tout d'abord, Thomas Guessami, revenons sur les raisons en tout cas de cette destitution du Premier ministre et son gouvernement. Les raisons, pour moi, se trouveraient sans doute dans ce qui a conduit ces militaires au pouvoir. Vous savez très bien que quand le coup de force a été perpétré, on a vite fait au nom de, sans doute face à la pression de la communauté internationale, de se mettre dans une posture de vice-président. Et puis après, on s'est sans doute rendu compte que c'est pas pour cela qu'on avait fait le coup de force. Il nous faut nous-mêmes prendre les rênes des choses. Et puis toujours sous le projecteur ou les projecteurs de la communauté internationale, la pression des organisations régionales et sous-régionales, on a vite fait d'intégrer des civils. Mais est-ce que ce qu'on appelle, les militaires eux-mêmes appellent stratégie Stratos, l'objectif qu'on veut atteindre, mais surtout avec une armée, est-ce que cet objectif est encore atteint? Non. Je pense que ce qui est arrivé est un élément déclencheur. Il y a quelque chose qu'on a nourri, on veut aller entre nous qui avons conçu notre affaire et qui l'avons réalisée, on sait où on va. Et l'huile et l'eau qui se mélangent difficilement, il fallait sans doute mettre les civils de côté. Et puis, quand on a eu des galons de façon spectaculaire, on est passé d'officiers supérieurs à officiers généraux en un rien de temps. On a sans doute un objectif. Bien, puis Chérif Balé, que pensez-vous de cette décision de la junte malienne de mettre fin aux fonctions de son Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement malien? Bon, il est important de relever que dans tous les gouvernements, qu'ils soient militaires ou civils, lorsqu'il y a une mésentente entre le Premier ministre et le président, on assiste à ce genre de décision. Donc, ce n'est pas nouveau. Et dans le cas du Mali, le Premier ministre Choguel Maïga et son mouvement se sont montrés dès le début très solidaires du président actuel. Et il a même tenu beaucoup de discours qui vont dans le sens des objectifs du président au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement il puisse publiquement désavouer les pratiques du président actuel? C'est lui qui a la réponse. Dans tous les cas, les raisons qu'il a données, il y en avait trois. Il a parlé du fait qu'il ne soit plus associé aux décisions, ce qui traduit un malaise dans leur rapport. S'il s'en plaint, c'est qu'il n'en a pas été ainsi au début. C'est une forme de dictature. Bon, ça, moi, je ne saurais le dire. Je ne vis pas au Mali pour le dire. Je peux parler de la Côte d'Ivoire si vous voulez. Mais il a parlé de cela. Il a dit aussi que dans les assises qu'ils ont tenues, ils ont convenu de réduire le nombre des partis politiques. Et il se rend compte qu'il y a une centaine de partis proches du pouvoir qui ont été agréés ces derniers temps. La troisième chose, il a parlé de la durée de la transition. Voilà. Dans un contexte normal, le Premier ministre se serait adressé au président. Il se serait adressé au président et s'ils ne sont pas arrivés à accorder leur violon, alors il aurait démissionné. Et pour démissionner, on écrit au président de la République et le président, cette lettre de démission ouvre un dernier dialogue. Soit le président convoque le démissionnaire pour s'entendre avec lui sur un minimum, soit il accepte sa lettre de démission. On ne nous a jamais informé d'une quelconque démission du Premier ministre et puis subitement, publiquement, il désavoue un peu la gouvernance du pouvoir en place. Donc,
dans un cadre, dans un tel cadre, moi j'estime que c'est tout à fait normal la réaction du président. Voilà, parce que la solidarité gouvernementale commande que ce genre de réaction publique ne soit pas. Voilà, donc je pense que c'est normal qu'il ait été limogé à la suite de cette Thomas Gessambi, est-ce que ce limogeage était prévisible? Prévisible, oui, parce que nous ne savions pas, comme je l'ai dit tout à l'heure en répondant à la première question, nous ne savons pas et nous ne savions pas le projet qui a été nourri par ceux qui ont fait le coup de force. Et donc, c'est vrai que avec les civils, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, on a eu quand même un type de discours qui a par moments ému, je veux dire, les Africains qui aspirent à une sorte d'autonomie, de gestion sans implication occidentale. De souveraineté, pourquoi pas, merci d'apporter de l'eau à mon moulin. Et puis, bon, du coup, on ne voit plus ces civils qu'on a dû apprécier de par leur discours, leur posture. Est-ce que c'était prévisible? Je pense qu'ils étaient arrivés quand même à un point de non-retour. Sinon, Choguel nous a dit que depuis le début, depuis sa nomination, il n'a jamais nommé ou procédé à des nominations qui relevaient de sa compétence de Premier ministre. Et ça, il a été Premier ministre depuis 2021. Donc, s'il a pu observer, je vais dire, ce qui pourrait être manquement pour lui, mais tout est une question de lecture. Voilà. Alors que lui, peut-être qu'il se trouverait dans un pouvoir civil, démocratique, dans lequel le Premier ministre a certaines prérogatives. Il a complètement oublié qu'il avait affaire à des militaires qui ne sont pas arrivés au pouvoir par élection et qui ont sans doute leur agenda. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ils ont leur agenda et il faut toujours en politique un élément déclencheur. On a sans doute des décisions qu'on veut bien prendre, mais il faut, c'est ce qu'on appelle la temporalité, attendre un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur a été la sortie de M. le Premier ministre. Mais ce qu'on retient, c'est qu'il a dit qu'il a juré fidélité à ce pouvoir militaire et que, bon, quelle que soit la position qu'il prendrait dans le pays, il serait toujours disposé pour cette junte. Et quel impact cette décision aura-t-elle sur la stabilité politique du Mali? D'un point de vue civil, un point de vue de la démocratie, bon, ça peut émouvoir. Mais la politique n'est pas une cathédrale d'émotions. La politique, c'est ce que surtout le leader, le premier leader et son cercle très restreint veut de leur mandature. Regardez par exemple en Israël, le ministre de la Défense, que nous croyons être un homme très engagé aux côtés de Benjamin Netanyahou. On était étonné de le voir partir. Mais Israël continue toujours sa politique. De cette même façon, on peut être peut-être ému. On aurait tellement voulu que des éminences comme le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères soient toujours aux côtés des militaires pour porter la voix du Mali souverain, sur la scène internationale. Mais ce que je dois dire avant de prendre une décision en politique, c'est qu'on a mûri, c'est qu'on connaît son effet final recherché. Donc les militaires, sans doute, trouveront le moyen de conduire la barque sans ces civils que nous avons vus sur la scène politique. M. Coulibaly, est-ce que cette décision pourrait affaiblir l'autorité de la junte malienne? Ça dépend. Ça dépend de comment le peuple malien va recevoir cette décision, puisque le Premier ministre, enfin l'ex-Premier ministre, était civil. Aujourd'hui, on a pris un militaire. Du coup, ça va renforcer le pouvoir des militaires. Si la population ne réagit pas,
ça n'aura pas d'impact. Si la population réagit, ou du moins les soutiens de Choguel Maïga réagissent, ça peut perturber un peu la paix sociale. On se pose aussi des questions. Si le Premier ministre, disons, l'ex-Premier ministre n'avait pas son mot à dire dans la prise de certaines décisions, que pourront dire la population? Bon, en fait... disons, les populations maliennes. C'est l'ex-Premier ministre qui sait quel est le contrat de base qu'il a passé avec la junte, parce que ce n'est pas tout qu'on nous dit publiquement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que lui, il se désolidarise? C'est lui qui peut répondre. Toujours est-il que c'est vrai que dans un régime militaire, la population n'a pas trop de force, donc c'est pas évident que le peuple puisse réagir, hein, de peur que les mineurs ne soient emprisonnés. Mais une chose est sûre, ça va créer un malaise parce que le Premier ministre avait une très belle, comment on va dire, c'était quelqu'un qui s'exprimait vraiment de façon bien sur tout ce que la junte, enfin, le pouvoir en place faisait. Et donc aujourd'hui, il a lui aussi ses soutiens au niveau de la population. Donc le malaise, c'est sûr qu'il sera créé, mais peut-être que bon, les gens vont dominer cela pour avancer. Est-ce qu'on ne va pas assister à un schéma comme celui du Tchad, où le Premier ministre pourrait être un candidat à la prochaine présidentielle malienne? Pourquoi pas? Non, c'est son droit en tant que Malien de l'être, mais pour qu'il soit candidat, il faut que des élections soient organisées, alors que ce n'est pas à l'ordre du jour actuellement, donc il va devoir attendre encore. Bien, on se demandait qui pourrait succéder à Choguel Maïga à la tête du gouvernement malien, et c'est le général de division Abdoulaye Maïga qui a été nommé Premier ministre du Mali. Thomas Gessambi, quelle lecture, comment vous appréciez cette décision du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta? Oui, c'est pour ça que je dis que les décisions qu'on prend sont souvent fonction de ce qu'on a arrêté depuis longtemps. Un pouvoir militaire renforcé. Mais bien entendu, c'est le signal qui est donné que nous avons désormais affaire à un pouvoir purement militaire. Vous savez, est-ce que l'Afrique aura encore cette opportunité du temps de ce militaire qui a donné l'exemple dans ce même Mali, j'oublie Toumani Touré. Est-ce que nous aurons l'opportunité d'avoir son bel exemple? Est-ce que nous aurons l'opportunité d'avoir l'exemple de Rawlings qui a mis son pays sur les rails et qui après s'est retiré? Mais ce à quoi nous assistons, c'est par moments des dérapages quand même militaires où, bon, le contexte peut-être se prête et leur donne quelques circonstances atténuantes pour dire avec l'extrémisme violent, il n'y a que seulement nous les militaires qui pouvons gérer cet aspect des choses. Mais quand on vient aussi pour le pays et qu'on a pensé que le pays allait hier dans un décor, il faut aussi se fixer un temps sur lequel on travaille pour revenir à l'ordre constitutionnel. Donc j'espère qu'avec ces changements qui donnent le tout militaire, de par la nomination d'un Premier ministre militaire, que nous irons un peu plus vite pour arriver à la normalisation de la vie politique au Mali. La place des militaires n'est pas là dans la gestion du pouvoir, ou bien on quitte l'armée et on commence sa carrière politique pour y arriver, ou bien quand on vient pour une certaine situation, il faut la gérer de façon efficace dans un temps record. Bien, Pulchéri Balé, le pouvoir est arraché des mains des civils et confisqué, on le dira, hein, par les militaires au Mali. Le général de division Abdoulaye Maïga, nommé Premier ministre du Mali. Comment vous réagissez sur le choix de la personnalité? Bon, quand on sait ces discours aussi parfois durs vis-à-vis de l'Occident. À l'ONU, vis-à-vis des organisations sous-régionales comme la CEDEAO. Chaque pouvoir a sa vision et ses objectifs. Ce que nous savons du pouvoir en place au Mali, ils sont en train de lutter contre le terrorisme, tout comme au Burkina d'ailleurs. Et un de leurs objectifs, c'est de mettre fin à ce terrorisme-là
avant d'organiser des élections. Donc, s'ils estiment que... Et si la situation continue avec les attaques terroristes pendant 2, 3, on ne le souhaite pas, 10 ans, les militaires resteront au pouvoir? Ça sera à eux d'en décider. Toujours est-il que, depuis qu'ils sont là, on a constaté quand même que le terrorisme a reculé. Mais on a vu des attaques même à Bamako, dans la capitale malienne. Oui, c'est normal, c'est une guerre. Dans une guerre, c'était pas le cas par le passé, avec les civils, autant de Oui, mais dans une guerre, toutes les parties élaborent des stratégies pour venir à bout de l'autre. Donc c'est tout à fait normal que les terroristes, eux aussi, essaient de prendre le dessus. Ce que j'étais en train de dire, c'est que au bilan, depuis que ces pouvoirs-là sont là, le terrorisme a diminué. Le terrorisme, c'est pas moi qui le dis. Les faits sont là. On a vu des zones qui ont été reconquises, qui sont réhabitées. Mais donc, des populations aussi qui ont été massacrées, hein, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali. C'est ce que je dis. Bien. Les populations ont été massacrées, non? Mais depuis que les nouveaux pouvoirs là sont là, ils ont travaillé à ce que le terrorisme recule. Bien, et il y a aussi on va poursuivre avec la question, le choix Donc, du général de division. Le choix du général répond certainement à leur vision et à leur objectif, qui est de lutter efficacement contre le terrorisme. Et de divorcer, on va dire, rompre avec la France, surtout. Bon, moi je ne suis pas... On va dire les Occidentaux. Quand on sait le discours qu'il tient très souvent dans les tribunes internationales. Cette rupture-là, elle est déjà consommée. Oui, mais la rupture avec la France et les Occidentaux, elle est déjà... la position de la jeune malienne. Oui, mais si ça convient à ce qu'eux, ils veulent, quel est le problème? Bien, non, je veux dire, plusieurs pays ont été confrontés à des situations de guerre, à des situations d'extrémisme violent. Le pouvoir civil ne s'est pas, à un moment donné, mis de côté pour dire aux militaires, venez. Non, il y a quand même un département militaire. Est-ce qu'on est obligé d'être militaire au pouvoir pour lutter contre le terrorisme? Je ne crois pas. Il faut aller à remettre le pouvoir aux civils et que l'armée ait les moyens d'aller défendre le pays. Bien, place maintenant au carton rouge. Nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos consultants et invités parfois font des coups de gueule sur des sujets d'actualité, des sujets d'ici et d'ailleurs. Et le premier carton rouge de cette dernière émission de la semaine avec Thomas Guessambi. Mon carton rouge va contre Monsieur le Président des États-Unis, à qui il reste moins de 2 mois pour céder le pouvoir, et qui fournit des missiles à l'Ukraine pour atteindre le territoire russe. Ce qui n'a pas été durant les 3 ans qu'il a passés. Et pourquoi est-ce qu'au moment où on désigne un nouveau président qui, lui, n'est pas hostile, qui, lui, ne veut pas de la guerre, qui, lui, dans la campagne, avait déjà dit, en moins de temps, il réglerait ce problème. Est-ce que nous voulons la paix dans ce monde? Déjà que la guerre en Ukraine a bouleversé pas mal d'économies dans le monde. Mais aller maintenant, je vais dire, dans une volonté d'affrontement tel que nous puissions le voir, je pense qu'il faut que les puissances-là puissent nous faciliter la vie sur cette terre. Bien, plus Chéric, les réactions sur cette attitude de Joe Biden qui veut préparer une 4e guerre mondiale. Troisième guerre mondiale, pardon. Allez-y. Oui, on ne peut que désapprouver cela, hein, parce que il y va... Enfin, personne n'a intérêt à ce que l'escalade se poursuive et on ne comprend vraiment pas pourquoi est-ce que Joe Biden a pris cette décision et on espère que comme le président Trump parle avec le président Poutine, ils trouveront un compromis pour éviter que cela ne dégénère. Bien, à vous maintenant de faire votre carton rouge. Je voudrais adresser mon carton rouge au gouverneur du district parce que vraiment, en plus d'avoir agressé des populations en les déguerpissant sans indemnisation, il se permet d'entreprendre certaines actions dans les communes sans le consentement des maires et récemment
récemment, on a tous appris avec beaucoup de stupeur comment une manifestation au niveau de l'abattoir a dégénéré. Nous pensons que ça, ce n'est pas bon pour l'image de nos autorités. Nous pensons que nous méritons mieux et que le président de la République devrait ramener le gouverneur du district à l'ordre dans le respect et des populations et des institutions. Merci. Thomas Guessambi, réaction, commentaire, question sur ce carton rouge. Oui, j'ai envie de dire que une chose est d'avoir l'autorité, une chose est aussi de savoir et pouvoir l'exercer. J'ose croire que les appartenances politiques ne jouent pas dans les rapports de monsieur le gouverneur du district d'Abidjan et monsieur le maire de la commune de Port-Boué, qui je pense est dans l'équipe du nouveau président du PDCI-RDA. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai que le gouverneur du district a rang de ministre et qu'il plane de façon verticale sur les mairies, mais dans une gestion inclusive, il est toujours bon de secréter les choses et non les décréter. Secréter sous-entend que, bon, il y a quand même une sorte d'arrangement, il y a quand même une sorte d'élégance dans les rapports, et c'est quand les choses ne semblent pas avancer et que peut-être chacune des parties agit en fonction de l'agenda de son parti. En ce moment, on peut montrer les muscles, mais de telles attitudes peuvent mettre à mal le fonctionnement même d'un gouvernement, la cohésion même que nous demandons avant les élections. Ensuite, pourrait mettre aussi mal à l'aise le président de la République, qui n'est toujours pas celui qui est comptable de ce genre de scène. Bien. Nous allons maintenant faire place à la dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour, rubrique dans laquelle nous mettons en avant des chiffres en rapport avec la vie de la nation ivoirienne et de d'autres nations. Le chiffre du jour maintenant. Le chiffre du jour, c'est 3000. 3000. 3000 ans avant Jésus-Christ. Premier ministre de Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas? Non. C'est une bonne nouvelle. Près de 3000 lots aménagés sur un espace dédié à Ndokwa 1 dans la commune d'Anyama seront attribués aux populations déguerpies de Jesco et Boribana dans le cadre de l'assainissement du Grand Abidjan. Tels sont les propos du Premier ministre. D'ici le premier trimestre 2025, tous ces terrains seront disponibles pour nos frères et sœurs avec un accompagnement pour leur autonomisation, a annoncé Dr Mombe Begré lors de sa visite sur le site de recasement hier mercredi 20 novembre 2024, bien sûr. Quel commentaire faites-vous sur cette adresse du Premier ministre, cette belle nouvelle, une bonne nouvelle annoncée par le gouvernement ivoirien? C'est une bonne nouvelle parce que mieux vaut tard que jamais, mais dans le fond, la nouvelle n'est pas si bonne. Elle n'est pas si bonne pour la simple raison que les familles déguerpies sont au-delà de 3000. Ça, c'est le premier point. Pour Boribana le et second Jesco. point, non, il n'y a pas que Boribana et Jesco. Ce site est pour Boribana et Jesco. Justement, c'est ce que je dis. Il y a plus de 3000 familles qui ont été déguerpies. Et il n'y a pas que Boribana et Jesco. Et justement, quand on gouverne, on prend en compte les intérêts de toutes les populations. Ceux qu'ils ont déguerpis sur les autres sites-là, ils ont quoi de moins important que ceux de Boribana et de Jesco? Il faut qu'on nous réponde. Il aurait fallu, pour un gouvernement responsable... On sait que tout a commencé par Boribana et Jesco. Oui, mais il aurait fallu, pour un gouvernement responsable, recenser toutes ces populations-là avant de les déguerpir. On aurait eu une idée précise des personnes qui sont affectées par ces déguerpissements. La deuxième chose, on a mis les gens dans la nature sans leur donner d'indemnisation. Et aujourd'hui, où nous parlons, il y a certains qui sont décédés, il y en a qui vivent dans des conditions très difficiles. Et comme il n'y a pas eu de recensement avant de les déguerpir, c'est même pas évident que pour les 3000 lots, les listes soient fiables. Ça, c'est un autre problème qui se pose déjà parce que même pour l'octroi
de l'indemnité de relogement à ceux de GESCO et de Banco 1, il y a eu beaucoup de biais dedans. Donc aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est à qui on va véritablement attribuer ces 3000 lots. Est-ce que les listes seront fiables? Et après cela, est-ce qu'on va donner les moyens à ces déguerpis-là de reconstituer leur logement? Parce qu'on parle de lot. Vous me donnez un lot alors que vous avez détruit ma maison. Maison que la plupart ont bâtie avec leurs économies. Avec quoi vont-ils reconstituer ces maisons? Donc il y a beaucoup de questions qui sont en suspens qui font que nous ne pouvons pas nous réjouir d'emblée. Thomas Guessambi, quel commentaire vous faites sur cette annonce du Premier ministre qui prévoit d'ici le premier trimestre 2025 d'aménager 3000 lots pour en tout cas les déguerpis de GESCO et Boribana? Moi, je veux voir la bouteille à moitié pleine plutôt que la bouteille à moitié vide. Et je dois dire que c'est toujours bon que le gouvernement donne de l'espoir. Et pour moi, c'est un gouvernement responsable qui se préoccupe, même s'il n'a pas tous les moyens pour répondre ici et maintenant aux besoins des populations. Je dois dire que le déguerpissement a sans doute créé de l'émotion, mais dans la construction d'une ville durable, ce que le gouvernement a déguerpi, ce n'est pas le gouvernement qui les avait installés. Donc, si, pour certains. Et heureusement que vous dites pour certains. Donc, si nous voulons bâtir des villes durables, bon, nous irons sans doute à un point de départ où gouverner, c'est aussi décider, pas forcément... Décider en mettant les gens dans la pauvreté. Non plus en mettant dans les gens... désarroi. Non plus en mettant les gens dans un désordre. Surtout le désordre urbain, et qui crée pas mal de problèmes, à la fois de sécurité, d'éducation, de santé. Mais tout le monde est comptable du désordre, dont le gouvernement même. Non, ces populations-là se sont installées bien avant que le gouvernement actuel arrive. Ceux qui étaient dans le désordre, là, ils payaient des taxes. À qui? Mais je ne pense pas que ce soit le gouvernement actuel qui payait des taxes. Ensuite, ce que je dois dire, c'est qu'il y a toujours un point de départ. Voilà, le gouvernement, je vais dire, la vie de la nation ne se résume pas au seul déguerpi. On a les enseignants qui demandent une amélioration, on a des villages reculés, des villages reculés qui veulent aussi avoir accès à tout ce qui est service de l'État. Donc le gouvernement a pas mal de défis. Donc si nous commençons sur 3000 logements, c'est déjà bon. Mais 3000 lots, pas logements. 3000 lots, autant pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses ne sont pas aussi nouvelles. Sous la gouvernance du président Bédié, il y avait eu... non, lui, il relogeait les gens, il ne faisait pas ça comme ça. Non, j'en arrive. Il y avait eu, je pense, sur la route d'Alépé... Oui, de Washington à Alépé. Bien entendu. Ce que je dois dire, c'est que on a souvent joué au chat et à la souris avec le gouvernement. Ces gens qui avaient été logés ont vite fait de vendre les lots qui lui avaient été donnés, les logements, pour venir recoloniser les sites desquels on les avait déguerpis. J'espère, pour ma part, que le gouvernement sera regardant et rigoureux sur ce sujet. Ensuite, il